Bonjour à tous et à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses à cette conférence. Donc, je nous présente un petit peu. On est l'association EP Philo. On est l'association des étudiants qui sont intéressés en philosophie et PFL. Et on organise des conférences et aussi des débats tous les mardis. Et d'ailleurs, on est en phase de recrutement. Donc, si vous êtes intéressé par la philosophie, vous avez envie de participer, voilà, n'hésitez pas. Je voulais d'abord remercier CQFD qui nous a aidé à vous faire savoir qu'il y avait une conférence. Merci à eux. Et remercier, bien sûr, le professeur Jacques Picard qui est venu aujourd'hui nous présenter un exposé sur comment appréhender les théorèmes d'incomplétude de Gödel. Alors, la petite histoire, c'est que, donc, comme je vous ai dit, on a des débats tous les mardis, des débats philo, et très régulièrement, on a quelqu'un qui sort un argument en utilisant donc le théorème de Gödel, en mentionnant les théorèmes en complétude de Gödel. Et il s'ensuit toujours une petite phrase où personne n'est trop à l'aise pour répondre d'une façon ou d'une autre, parce que personne ne maîtrise trop le sujet, et donc on s'est dit qu'il fallait remédier à ça. Et faute de pouvoir vous présenter une preuve, ce qu'on voulait faire à la base, qui en un temps si limité pour un si grand public est parfaitement impossible. Donc, faute de quoi, professeur Rémi Park nous a gentiment proposé de tourner un petit peu autour de théorèmes pour nous faire comprendre un petit peu mieux tout ça. Donc, on peut le remercier. Alors, merci pour l'introduction. Vous pourrez applaudir à la fin, c'est bien. Mais, j'ai compris que le problème, c'est en fait régulièrement, il y a beaucoup de fantasmes autour des théorèmes d'incomplétude de Gödel, on en parle, et les fantasmagories, on peut rencontrer un peu n'importe quoi. Donc, mon but, c'était au début, non, c'est impossible de faire ça. Il m'a demandé de le faire pour des étudiants qui n'ont pas des bases de logique mathématique. Je prends peur de tout pour le premier, donc c'est impossible, ça sera foiré. Mais finalement, c'est une bonne idée quand même de faire quelque chose pour que vous ayez une idée de ce que c'est, pour que vous voyez ce que c'est, vous voyez l'écart entre ce que vous imaginez ce que c'est et puis la réalité. Donc, mon but, c'est pas autre chose que ça. Vous allez voir, il y a des petites parties un petit peu pour philosophes, et puis beaucoup de parties mathématiques. Donc, on commence toujours quelques petites photos. Il y a une photo, il est très moche là, à l'entrée, quand il est vieux, il a fini, il ne fera pas dingue. Hein. Il était, en fait, il voulait pas, il avait peur qu'on l'empoisonne, donc il mangeait que ce que sa femme faisait. Sa femme est partie à l'hôpital, et il avait peur de s'auto-empoisonner, donc il ne mangeait pas ce qu'il se faisait à manger, et il le mange. Et il devait prendre 6 kilos. Donc, peut-être fermer un petit peu là. Donc ça, c'est quand il était jeune. Ça, c'est quand il s'est marié avec sa femme. C'était une danseuse de cabaret. Il a rencontré à Biel. Ils étaient heureux toute leur vie. Ça, c'était avec son pote. Vous voyez, le gros nez. Le gueule, c'est vraiment tout mince, chétif. L'autre, c'est pour pas dire que c'est pareil, quoi, un peu bedonnant. Vous connaissez, hein. Ça, c'est les mêmes en couleur. Après, il était grand pote. Hein. Il faisait des marches le matin, le soir pour aller au bureau, pour revenir. Et puis ça, c'est vers la fin de sa vie. Franchement, il fait peur, non? Ok. Donc, mon idée, c'était au début de vous raconter quelques petites choses, des choses un peu apparentes, quoi, raconter autour du théorème de Gödel. Il y a beaucoup de fantasmagories. Là, j'ai pris des extraits de ce bouquin d'Alain Sokal et Bricmont, c'est quasiment il y a 30 ans, ça s'appelle Les impostures intellectuelles. Il y a un chapitre entier, donc il critiquait en fait l'usage que faisaient ce qu'ils appellent en France des intellectuels. Donc, du théorème de Gödel. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais malade, j'étais en fièvre, j'étais mort. Donc là on va le lire ensemble. Mon but, c'est, bien sûr, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais il y a des éléments que je veux singulariser parce que c'est des éléments qui vont intervenir dans la preuve des théorèmes de Gödel. Donc, en gros, ce que j'ai mis en couleur, c'est des choses qui font un petit peu sens pour moi. Le reste, ben, vous allez voir. Si je regarde, du jour où Gödel a démontré qu'il n'existe pas de démonstration de consistance de l'arithmétique de Peano formalisable dans le cadre de cette théorie, 1931. Donc pour moi, c'est vraiment c'est plus correct de ce que vous allez voir. Ça, c'est le second théorème d'incomplétude. La suite, c'est une conséquence. Les politologues avaient les moyens de comprendre pourquoi il fallait momifier Lénine et l'exposer aux camarades accidentels sous un mausolée au sens de la communauté nationale. Donc si vous avez compris, expliquez-moi.
le rapport entre le second théorème d'incomplétude de Gödel et puis le fait qu'il fallait modifier les lignes, le mettre dans la place rouge. Ok, deuxième, Julia Kristeva. La notion de constructibilité qui implique l'axiome du choix. L'axiome du choix, c'est ce qu'il y a de moins constructible. Donc, c'est juste qu'elle dit s'il y avait une négation devant. Associé à tout ce que nous venons de poser pour le langage poétique, explique l'impossibilité d'établir une contradiction dans l'espace du langage poétique. Okay. Cette constatation est proche de la constatation de Gödel concernant l'impossibilité d'établir la contradiction d'un système par des moyens formalisés dans ce système. Donc, la dernière phrase, c'est exactement le contraire, Kémal. Donc, au moins, Paul Virilio, c'est un, je ne sais pas s'il est bon, un spécialiste de la vitesse, un city planner en français, c'est un urbaniste. Donc là, il dit, en fait, en gros, avec cette dérive des figures et des figurations géométrales, l'effraction des dimensions et les mathématiques transcendantales, je ne sais pas ce qu'il veut dire, nous atteignons des sommets surréalistes de la théorie scientifique, sommets qui culminent, me semble-t-il, à mon avis, c'est la chose la plus pertinente, avec le théorème de Course-Gödel, la preuve existentielle. Ça serait le sommet qui est dans la preuve de théorème de Gödel, méthode qui prouve mathématiquement l'existence d'un objet sans le produire. C'est-à-dire, vous trouvez, il existe X qui satisfait blablabla, sans donner un X. Ben, c'est un usage de la preuve par l'absurde. Bien sûr, le théorème de Gödel, il y a des preuves par l'absurde, mais comme dans beaucoup de mathématiques, si vous voulez prouver qu'il y a une suite infinie de nombres premiers, vous n'allez pas me donner une suite infinie de nombres premiers, vous allez me supposer qu'il y en a qu'un nombre fini, vous allez faire le produit, vous allez rajouter un, vous arrivez à la conclusion qu'il y a une bonne contradiction, donc voilà. Ça remonte à l'Antiquité grecque. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est novateur. Bon, j'ai même un petit exemple. Celui-là, c'est Michel Serres, est plus connu encore, hein, il était prof à Stanford. En appliquant donc le théorème de Gödel aux questions du Clos et de Loubert touchant la sociologie, Régis Debray boucle et récapitule d'un geste l'histoire et le travail de 200 ans qui nous précèdent. Pas mal. Hein. Celui-là, c'est encore Debray, c'est le dernier. L'énoncé du secret des malheurs politiques, c'est-à-dire la condition a priori de toute histoire politique passée, présente, à venir, tient en quelques mots simples et enfantins. Si l'on veut bien observer que les définitions du surtravail et de l'inconscient tiennent chacune en une phrase, et dans les sciences physiques, l'équation de la relativité générale en 3 lettres, je pense que on se gardera de confondre simplicité et simplisme. Ce secret a la forme d'une loi logique, généralisation du théorème de Gödel. Il n'y a pas de système organisé sans clôture et aucun système ne peut se clore à l'aide des seuls éléments attirés au système. On ne sait pas ce qu'il dit, mais il l'a dit. Il y a un secret qui est au cœur des théorèmes d'incomplétude de Gödel. Vous savez quel est le secret? J'ai une bonne référence pour ça. C'est ça. C'est Kung Fu Panda. En fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. L'ingrédient secret de chacun des théorèmes, il n'y en a pas. Ça, vous allez voir. Donc, quel est le cadre pour centrer un petit peu les choses? Quand on sort de ce cadre, vous n'êtes pas en train de parler des théorèmes d'incomplétude. Donc, il faut d'abord étudier un petit peu ce cadre pour pouvoir avancer. Malheureusement, la plupart d'entre vous, j'imagine que vous n'avez pas une connaissance de ce cadre. Donc, la vision que vous allez avoir, elle sera toujours un petit peu floue. Donc, le cadre, la logique du premier ordre, donc c'est le cadre formel. Vous sortez, c'est des théorèmes qui font dans le cadre de la logique du premier ordre, qui concernent la logique du premier ordre. Donc, pour avoir une idée de ce que c'est que cette logique du premier ordre, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant. On va parler de formules et de formules closes. On va parler de théorie. Je vous expliquerai vaguement ce que c'est qu'une théorie. En fait, ça concerne des notions de décidabilité, de théories qui sont décidables. Et ça, c'est quelque chose qui est fortement à voir avec l'informatique. Donc, au cœur de ces théorèmes, il y a l'informatique. Il y a la notion de récursivité, la notion d'algorithme, la notion de machine de Turing. Ces notions-là, que vous le vouliez ou non, elles sont au cœur de ces théorèmes. La notion de codage, donc numérotation de Gödel, on code tout, en fait. On code des formules, on code des preuves, on code tout ça par des entiers. À l'époque de Gödel, bon, c'est assez novateur maintenant. Si vous m'écrivez une formule, je peux la coder par un entier, c'est facile. Vous fixez votre version de la tech préférée, vous tapez vos petites formules avec vos petits doigts, et puis vous regardez le fichier qui a été créé. C'est une suite de 0 et de 1. Vous mettez un grand 1 devant,
puis vous lisez ça, même en base 10, je m'en fiche, c'est un gros entier. Et votre entier, il vous code votre formule. Les preuves, pareil, tout ce qu'on va utiliser va pouvoir se coder par des entiers. Et puis, le plus important, la notion de vérité. Et la notion de vérité, elle est bifide en quelque sorte, il y en a deux. Il y a c'est vrai parce que je peux le prouver. Ça, c'est une notion purement syntaxique. J'explique ça dans une minute. C'est vrai parce que c'est vrai dans un modèle. Et ça, c'est pas la même chose. Une formule, elle est vraie. Quand vous regardez un modèle, elle est vraie dans ce modèle. Ça signifie quelque chose. Il y a une relation, mais pas la même chose que de dire ma formule, elle est prouvable à partir d'une théorie. Okay. La notion de preuve, c'est purement syntaxique, c'est un jeu d'écriture, on fait des preuves, je peux vous montrer ce que sont des preuves. Et puis la notion de satisfaction dans un modèle, de réalisation dans un modèle, c'est autre chose. Les gens disent, oh, c'est quoi un modèle? Je vais vous en parler. L'exemple que je donne aux étudiants, c'est wow, un top modèle. Un top modèle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui réalise la beauté. Donc c'est ça. Donc je vais vous l'expliquer avec quelques petits exemples. Donc, un exemple d'une théorie, c'est celle qu'on va regarder tout le temps. Ça s'appelle l'arithmétique de Robinson. C'est quoi une théorie? C'est un ensemble de formules closes. J'ai un langage. Donc ça, c'est la signature de mon langage. Vous voyez, le 0, là, c'est marqué que c'est un symbole de constante. Ça, c'est un symbole de fonction lunaire. Ça, c'est un symbole de fonction binaire. Ça, c'est un symbole de fonction binaire aussi. C'est important que les symboles de fonction, bien penser, c'est pas des fonctions. Quand j'écris plus en rouge, c'est le symbole de fonction. Vous pouvez l'interpréter dans un modèle en disant c'est l'addition, mais vous pourriez l'interpréter ailleurs par autre chose, par une fonction binaire. D'accord? Pour ceux qui ont fait un peu de logique, ça paraît évident ce que je dis, mais sinon, c'est étonnant. L'arithmétique de Robinson, c'est une théorie qui contient uniquement ces 7 axiomes, donc ces 7 formules closes. Une théorie, en général, c'est un ensemble de formules closes. Il n'y a pas d'ordre sur une théorie, mais c'est un ensemble de formules closes. Un petit peu comme, je ne sais pas quoi, une formule close, ça serait comme une phrase que vous énoncez. C'est 3/4 faux ce que je suis en train de dire. Hein. Et puis, une théorie, ça serait comme un livre, quoi, ou un discours. Sauf que dans un livre, vous avez un ordre entre les phrases. Hein, si vous prenez n'importe quel bouquin, vous faites un shuffle des phrases, c'est plus la même chose, quoi. Dans une théorie, il n'y a pas d'ordre. Donc, regardons cette théorie, regardons un petit peu ce qu'elle veut dire, parce que c'est la théorie cruciale qui concerne le premier théorème d'incomplétude de Gödel, la vision qu'on a maintenant. Maintenant, c'est depuis la fin des années 50. Il y a une vision beaucoup plus poussée que celle qu'il y avait dans la version de Gödel. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, je vais la regarder dans le modèle standard. Donc, vous imaginez que 0, c'est 0, que ça, c'est le successeur de... Okay. Le modèle standard, c'est les entiers naturels que vous avez appris quand vous étiez petit. Le successeur, c'est quand toi, tu étais tout petit, il était là et il venait au fête familial, tu lui disais, vas-y, compte. Puis il faisait 1, 2, 3. Tout le monde l'écoutait. Hein. 4, 5, 6, c'est ça. Il énumérait les successeurs. D'accord? Successeur de 3, c'est 4. Parfait. Ordinaire. OK. Ça dit, il n'y a aucun entier dont le successeur, ce soit 0. Donc, ça dit, 0 n'a pas de prédécesseur. Prédécesseur d'un élément, c'est celui dont le successeur est l'élément dont je suis parti. Ça va, ça? Prédécesseur de 5, c'est... Voilà. Très bien. Ça raconte, en fait, pour tout x, il existe un y, tel que x est différent de 0, le successeur de y, c'est x. Donc ça dit tout entier, tout élément qui n'est pas 0 admet un prédécesseur. OK? Ça correspond à la vision que vous avez de l'arithmétique. Hein? OK. Ça dit que la fonction successeur, elle est injective. Si vous prenez la contraposée, ça dit que si vous me donnez deux entiers différents, leurs successeurs seront différents. Ça va. D'acheter ça. Ça dit... ça définit l'addition, ça définit la multiplication. Comment on définit l'addition? Comme vous avez fait quand vous étiez petit. X plus 0, c'est x. X plus le successeur de y. Vous allez dire x plus y plus 1. Vous allez l'appeler y plus 1, le successeur de y. X plus y plus 1, c'est x plus y plus 1. Ça va? Okay. Multiplication, x fois 0, c'est 0. X fois y plus 1, c'est x fois y plus x. C'est tout. C'est une théorie extrêmement minimale. Okay. Qui est tellement minimale, cette théorie, qu'elle ne prouve pas grand-chose.
mais c'est vraiment la plus petite avec laquelle on peut prouver le premier théorème d'incomplétude de Gödel. Vous enlevez n'importe quel de ces axiomes, tout s'écroule. Mais vraiment, elle est ridicule, cette théorie. Elle ne prouve pas, par exemple, que la multiplication est commutative. Vous ne pouvez pas prouver la commutativité de la multiplication. Donc, elle prouve très peu de choses, mais elle est très intéressante parce qu'elle est minimale. C'est dû à Robinson dans les années 50, ça. OK. Donc, là, je vous ai montré un exemple d'une théorie. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait deux types de vérité, la notion syntaxique de preuve et la notion sémantique de modèle. Donc, c'est quoi? Pour vous donner une image de ce que c'est la vision sémantique, ben, ça, c'est vraiment une image. Hein. Une théorie, donc c'est un ensemble de formules closes. Je vous l'ai dit, c'est un petit peu comme un bouquin. Vous pourrez voir ça comme un scénario. On vous donne un scénario. Vous êtes un réalisateur. Par exemple, vous êtes devenu un réalisateur de film. On vous a donné un scénario. Mais à partir de ce scénario, ben, tu peux construire un film, mais tu peux probablement construire beaucoup de films qui respectent scrupuleusement le scénario. Pourquoi? Ce que je veux, c'est que tout ce qui est écrit dans le scénario, ce soit réalisé dans un film que tu vas faire. Okay? Et tout ce que vous pouvez déduire de ce qui est écrit dans le scénario, ça doit aussi être réalisé dans le film. Si vous pouvez déduire du scénario que la sœur de l'acteur principal, c'est aussi la mère de Sophie, ben, ça doit être le cas. Okay? Par contre, dans le scénario, ils n'ont probablement pas dit tiens, l'actrice principale, elle doit utiliser des chaussures à lacets, et ces lacets doivent être bleus. Okay? Il peut en faire un dans lequel elle a des lacets bleus, l'autre elle a des lacets roses. Comme ce n'est pas spécifié dans le scénario, il y a beaucoup de modèles possibles. Vous allez me dire, je suis en train de parler de scénario et tout ça, quel rapport? Ben, c'est très fort. Donc, si ma théorie, c'est un scénario et mes modèles sont des films, si maintenant ma théorie, c'est l'arithmétique de Robinson, les modèles, ben, c'est différents modèles de l'arithmétique de Robinson. Le premier, c'est ce qu'on appelle le modèle standard. C'est quoi le modèle standard? C'est celui auquel vous pensez tous. Donc, le domaine, c'est les entiers naturels. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Hein. Grand N, les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. OK? Et puis, S, ça devient la fonction successeur. Plus, les symboles plus et moins qui étaient en rouge, ça devient l'addition et la multiplication. C'est le modèle auquel tout le monde pense. Ça, c'est le modèle standard. Pourquoi on l'appelle le modèle standard? Parce qu'il y a tous les autres. Et on les appelle non standards. Pourquoi? Parce que c'est pas standard. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est une blague, ça? Oui, en fait, si vous regardez ce modèle-là, il est dénombrable, le modèle standard. Il y a un nombre dénombrable d'éléments. Hein. Un nombre dénombrable, ça veut dire qu'il y en a autant que les entiers. Oui, ben, il y a les entiers. Okay. Des modèles dénombrables, non isomorphes, 2 à 2, des modèles dénombrables de cette théorie, il y en a autant qu'il y a de réels. Donc le maximum. Donc il y en a beaucoup. Okay. Et la plupart sont dénombrables. La plupart sont... Voilà. Tous sont non standards, sauf le premier. OK. Deuxièmement, la notion de preuve. Donc, modèle, c'est, je regarde un modèle donné, puis je regarde une question. Oui, mais est-ce que vous pouvez donner un exemple de modèle non standard? Alors, c'est une bonne question. Je pourrais t'en donner un. Je ne vais pas le faire. Je pourrais t'en donner un pour l'arithmétique de Robinson qu'on vient de voir. Je pourrais t'en donner un. Je pourrais le faire. Bon, je vais le faire parce que c'est sympa, mais ta question est très bonne parce que plus tard, je ne peux pas le faire. Je prends les entiers naturels, puis je rajoute un élément. Je rajoute un élément petit a dans mon domaine. Et puis, je vais dire que l'addition, la multiplication, le successeur, parmi les entiers naturels, c'est exactement comme tu penses. C'est comme dans le modèle standard. Il faut que je dise comment ça se comporte quand on a l'élément petit a. Le successeur de petit a, c'est petit a. A plus n'importe quoi, c'est n'importe quoi, plus A, c'est A. Okay. A fois 0, ça doit être 0, parce que n'importe quoi multiplié par 0, ça doit être 0, il y a l'axiome qui dit ça. 0 fois A, c'est A. Voilà. Je t'ai fait un autre modèle. Mais ça ne rentre pas dans la liste d'actions, le comportement de A. C'est un... Ce que je viens de t'expliquer rapidement, c'est un modèle, ça signifie que si tu regardes chacun des axiomes est vérifié dans ce modèle-là. Je t'en ai donné un, celui-là est facile. Plus tard, on verra l'arithmétique de Peano, il y aurait le même genre d'argument, il y en a autant qu'il y a de réels, autant qu'il y a de parties d'entiers, un seul est standard, je peux vous donner aucun des autres.
Pourquoi? Parce que aucun des autres n'est récursif et personne ne peut vous en donner. C'est pas parce que je suis méchant. C'est que je ne peux pas vous les présenter. Et que personne ne peut. Mais ils existent. Non, c'est réel, hein, ce que je dis. Et, bon, là, on est au début. Donc, notion de... On vient de voir, là, qu'est-ce que ça veut dire qu'une formule est vraie dans un modèle? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Comment on regarde les choses? Un modèle, c'est comme un film qui réalise ce qui était écrit dans ma théorie, donc dans mon scénario. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Oh, je vous ai mis une grosse, là. Vous voyez, une preuve, c'est donc l'intérêt de la logique mathématique. Alors, je reviens sur la petite, parce que c'est pareil, elle est là. Donc, en fait, en logique mathématique, typiquement en troisième année, les étudiants, d'un seul coup, ils s'aperçoivent que on prend comme objet d'étude les mathématiques elles-mêmes. Donc, ce qu'est une preuve en mathématiques, ça devient un objet d'étude mathématique. Pas seulement nous, hein, les gens qui sont en info, là, qui font des théorèmes prouveurs, bien sûr, qui baignent la journée là-dedans. Donc, c'est quoi une preuve? Là, je vous ai mis, il y a différents systèmes de preuves. Je vous ai mis un système de preuve qui s'appelle la déduction naturelle. Vous voyez, chaque truc comme ça, c'est une règle. J'en ai 21, je crois. Je vais compter, mais c'est un nombre fini. Il n'y en a pas beaucoup. OK? Donc, grâce à ces règles, vous pouvez construire des arbres. C'est genre un Lego. On vous donne des briques de Lego. Vous construisez des gros Lego. Ça, c'est une preuve de ce séquence. Ça veut dire, sans hypothèse, je prouve cette formule. Ça, c'est une preuve de ça. Donc, c'est un arbre au sens où, c'est un vrai arbre, quoi, au sens où la racine est en bas et les feuilles sont en haut. La racine est là, et puis je monte et j'ai mes feuilles. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que une preuve mathématique formalisée, donc formelle, c'est un certain arbre qui respecte des règles très précises. Donc, chaque fois que je passe d'un nœud à un nœud qui est en dessus ou en dessous, c'est par application d'une des règles qui sont ici. Okay. Si vous voulez faire une grosse preuve, vous aurez un gros arbre. Celui-là, il est un petit peu plus grand. Puis si vous voulez vraiment faire une preuve mathématique de résultats différents, si je voulais le formaliser comme un arbre, ça c'est un truc très grand, mais c'est du même tonneau. C'est pas plus compliqué que ça. Ok? Voilà une preuve. Peu importe, faut pas lire. Mais ce qui est important, c'est j'ai qu'un nombre fini de règles. Faut pas très compliqué. Une preuve, c'est un arbre qui est fini. C'est un objet qui est fini. Si vous voulez prouver quelque chose à partir d'une théorie, vous allez utiliser certains axiomes de la théorie, pas nécessairement tous. Si votre théorie elle a une infinité d'axiomes, vous allez nécessairement n'utiliser qu'un nombre fini. Pourquoi? Parce que ça, c'est un objet fini, et il n'y a qu'un nombre fini de formule 2. OK, donc voilà un exemple de preuve. La beauté de la chose, c'est le lien entre les deux. Ça s'appelle le théorème de complétude. C'est aussi Gödel, ça. Donc, vous aurez pu me demander d'abord de regarder le théorème de complétude. Et ce qui dit la chose suivante. Donc là, je regarderai ça après. Une formule, elle est prouvable, j'ai une notion de preuve, si et seulement si elle est vraie dans tous les modèles. C'est vraiment un si et seulement si. Un peu mieux, ma formule est prouvable à partir de ma théorie T. Donc vous avez une théorie, à partir de cette théorie, vous regardez ce que vous pouvez prouver à partir de votre théorie. Une formule est prouvable si et seulement si la formule est vraie dans tous les modèles qui satisfont votre théorie. Rappelez, la théorie, c'est le scénario. J'ai tous mes films qui réalisent mon scénario. Une formule, elle est probable à partir de votre théorie. Donc, c'est une conséquence de votre scénario. Si et seulement si elle est vraie dans tous les films que vous avez produits à partir de votre scénario. Ça va, ça? Du scénario et de film, c'est mieux? Voilà. OK? Donc, ça, c'est crucial. OK. Un exemple. Vous connaissez tous la théorie des groupes. Bon, OK. Bon, je me suis donné un langage, j'ai pris ça pour l'élément neutre, j'ai pris un symbole de fonction, j'ai écrit comme ça pour l'inverse d'un élément, et puis ça c'est votre, vous appelez ça l'opération interne, hein, l'opération groupe, quoi. Okay. Qui est en fait un symbole de fonction binaire, hein. Je vous donne deux éléments, ça vous en donne trois. J'ai trois axiomes, c'est pas très compliqué. Hein. Premier, il raconte que l'opération interne elle est associative. Le deuxième, il raconte ce qui se passe quand on a un élément neutre. X fois E, c'est E fois X, c'est X, quel que soit X. Puis le troisième, il dit ce qui se passe quand on prend l'inverse d'un élément, ben, on le compose avec un élément X, et on obtient l'élément neutre. Ça va, ça? OK? C'est quoi un modèle de cette théorie? Ben, c'est un modèle qui satisfait ces trois axiomes, et c'est ce que vous appelez, vous, un groupe.
Il y en a plein des groupes. Tiens, un truc que je peux pas prouver en théorie des groupes. Ma théorie des groupes, moi je l'ai appelée TG pour théorie des groupes, hein, c'est l'ensemble de ces trois formules. Hein. Ça ne prouve pas, pour tout X, pour tout Y, X fois Y, c'est Y fois X. Donc ça ne prouve pas la commutativité, et cette théorie, elle ne prouve pas la négation de la commutativité. Pourquoi? La théorie des groupes, si elle prouvait cette formule, ça voudrait dire que cette formule, elle serait vraie dans tous les modèles de la théorie des groupes. Or, il y a des groupes qui sont pas abéliens, qui ne sont pas commutatifs. Donc, comme il existe des groupes qui ne sont pas commutatifs, la théorie, elle ne prouve pas cette formule. Ma théorie, elle ne prouve pas non plus la négation de cette formule, parce que si elle prouvait la négation de cette formule, ça voudrait dire qu'aucun groupe ne serait commutatif. Et il y a des groupes qui sont commutatifs. Donc, elle ne prouve ni une formule, ni sa négation. Enfin, celle-là. Vous me suivez? Okay. C'est juste pour donner un exemple. Voilà, ça c'est ce qu'on dit aux philosophes. Et puis après, quand j'aurai fini ça, je pourrais... oui, je veux savoir l'heure. Je pourrais commencer à vous exposer le premier théorème d'incomplétude. Ouais. Juste par rapport à la théorie des groupes, en général même, vous avez dit il y a deux manières de dire une vérité, il y a deux types de vérités, celles qui sont démontrables. Par exemple, je sais pas, il y a une notion de c'est vrai parce que c'est prouvable à partir de ma théorie. Et une notion de c'est vrai parce que je regarde un modèle, je regarde un groupe, puis c'est satisfait dans le groupe. Est-ce que vous pouvez, parce que pour la première, je vois ce que c'est je sais pas, l'unicité de l'élément neutre, par exemple, c'est quelque chose qui est prouvable. Ouais. Et pour la deuxième, je vois pas c'est quel type d'affirmation qui rentre dans ce type de vérité. Bah, tu regardes un groupe particulier, puis ton groupe il satisfait quelque chose qu'un autre groupe typiquement ne peut pas satisfaire. Tu vois, si tu regardes un groupe, je sais pas quoi, il y a des groupes qui sont libres, il y en a qui ne sont pas, il y a des, je sais pas, il y a des groupes qui sont finis, il y a des groupes qui sont infinis. Tu vois, c'est simplement ça. C'est pas autre chose que ça. Ce qui est important, c'est quelque chose est prouvable à partir d'une théorie, si et seulement si c'est vrai dans tous les modèles qui satisfont la théorie. Et non pas, typiquement avec l'arithmétique, tu pourrais dire c'est prouvable à partir de ma théorie de l'arithmétique, si c'est vrai dans le modèle standard. Non. C'est probable si c'est vrai dans tous les modèles. Peut-être c'est vrai dans le modèle standard, mais peut-être c'est faux dans l'autre. Donc, ça se passe. Ouais. Tu as une question? Juste, quand on fait de la théorie des groupes, on prend ces axiomes-là, mais est-ce que c'est des axiomes de nature différente que ceux de la théorie de Zermano-Fraenkel? Enfin, quand on fait des maths, on les utilise, non? Ouais, est-ce que vous n'avez pas cité tous les axiomes par choix? Est-ce que c'est des axiomes différents? Quand tu fais des maths, bien sûr que si tu utilises l'axiome du choix ou d'autres, certainement que les preuves que tu fais à partir de la théorie des groupes, tu les fais dans un cadre plus large. Mais ce qu'est la théorie des groupes, c'est simplement ça. Je ne dis pas autre chose que ça. C'était juste des petits exemples que je vous donnais. Hein. C'est pas, mais bien sûr, c'est une bonne question ce que tu poses. C'est un petit axiome. On peut tout formaliser au premier ordre. Si tu veux, la théorie des ensembles est une théorie dans laquelle tu plonges toutes les mathématiques. Donc, je peux tout retrouver là-dedans. Mais la bonne question que tu poses, c'est quand je travaille dans une certaine théorie, je prouve des choses sur une certaine théorie, ou par exemple l'arithmétique, on va avoir des arithmétiques. Les preuves que je les fais dans une théorie qui est un peu plus puissante, mais laquelle est-ce? Ça, c'est une bonne question. Il y a tout un domaine des maths qui s'appelle reverse mathematics. On garde les résultats, puis on se demande, pour obtenir ces résultats, de quoi on a besoin? Mais bon, je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui. Déjà, être la incomplétude, je vais être mort. Ouais. Et du coup, est-ce que la théorie des groupes, c'est un modèle de la théorie des ensembles? C'est pas un modèle, la théorie des groupes. La théorie des groupes, c'est une théorie. Okay. Une théorie, c'est un objet syntaxique, c'est un ensemble de formules. Un modèle, c'est un groupe, le modèle de la théorie des groupes. Tu vois la différence? Oui. Ouais. Mais ici, on peut l'obtenir à partir de la théorie des ensembles ou pas? Tu veux dire quoi par là? Parce que vous avez dit, on peut prendre la théorie des ensembles et on peut plonger toutes les mathématiques dedans. Oui. Oui, bien sûr. Tu peux représenter, bien sûr, tous les groupes en théorie des ensembles, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, ça t'étonne, mais ça devrait pas. Ouais, une théorie donnée. Ouais. C'est sûr que ça pourrait avoir un problème. Par exemple, pour l'organisation, ça, c'est le second théorème d'incomplétude que je donne. En général, tu ne peux pas. Et puis, quand tu ne peux pas, tu rentres chez toi. Et puis voilà. Ça, c'est une des conséquences. On vit là-dessus.
Mais c'est une bonne question, hein, je viendrai un petit peu après. Je vous fais un petit truc un peu. Il y a des philosophes là, parce que comme ça, peux faire des trucs. Ce qu'on fait d'habitude aux philosophes, vous allez voir, pour moi, c'est pas très sérieux. Non, mais c'est vrai, hein, je veux dire, j'ai même fait des études de philo, on m'a même enseigné des choses comme ça. Bon. Alors, imaginez un pays dans lequel les habitants ou bien disent toujours la vérité, ou bien mentent toujours. Donc ceux-là, vous voyez, le jaune là, y compris le orange, ils disent toujours la vérité, les habitants. Là, ils mentent toujours, ceux-là. Très méchant. Ok. Parmi les gens qui disent toujours la vérité, il y a les Athéniens, ça c'est les oranges. Les Athéniens, eux, ils disent toujours la vérité. Puis là-dedans, il y a les Crétois, eux, ils mentent toujours, les Crétois. Mais vous voyez, d'après mon dessin, il y en a qui mentent, mais qui ne sont pas Crétois, puis il y en a qui mentent, qui disent la vérité, puis qui ne sont pas Athéniens. La question, c'est quelle est la phrase qu'un habitant pourrait dire pour vous convaincre qu'il dit la vérité et qu'il n'est pas un Athénien? Ouais. Je suis en train de mentir. Je suis en train de mentir. Ben, t'es pas sûr qu'il est. T'es pas sûr. Est-ce que ça. C'est contradictoire, cette phrase. Ouais. Je suis en train de mentir. Là. Bon, ça c'est le paradoxe du menteur. Oui, oui. Ça, c'est autre chose. Ça. Vous imaginez que quelqu'un n'a jamais parlé, puis arrivé à 20 ans, il dit je mens, puis c'est tout ce qu'il a dit. C'est plausible. Ouais. Voilà, je ne suis pas un Athénien, c'est ce qu'il dit. Il dit je ne suis pas un Athénien. Et pourquoi? Parce que soit il ment, mais s'il ment, comme il dit je ne suis pas un Athénien, c'est que c'est un Athénien. Les Athéniens, ils disent la vérité. Donc c'est pas possible qu'il mente. Donc il ment pas, il dit la vérité. S'il a dit la vérité, il dit je suis pas un Athénien, bah c'est pas un Athénien. Donc il dit la vérité, il est dans le jaune là, mais il n'est pas Athénien, il n'est pas orange. Donc il est là. Et on vous dit, ben ça, regardez, maintenant, ça, c'est les énoncés qui sont vrais dans le modèle standard. Moi, chaque fois que vous entendez modèle standard, c'est le modèle standard de l'arithmétique, c'est les entiers naturels avec l'addition, la multiplication, la fonction successeur, tel que vous avez appris quand vous étiez petit. Hein. Je pense qu'à 10 ans, c'est fini. Vous avez addition, multiplication, puis après vous avez d'autres choses. Tout le monde commence comme ça. Ça, c'est les énoncés qui sont vrais dans le modèle standard. Donc, si vous regardez le modèle standard, ben, les énoncés qui sont vrais, ils sont là. Ceux qui sont faux, ils sont en bleu. Les énoncés qui sont probables, ben, c'était mes Athéniens. Ça, c'est les énoncés qui sont probables. OK? Un énoncé est probable à partir d'une certaine théorie. Je m'en fiche pour l'instant, ça pourrait être Robinson. Les énoncés qui sont probables, un énoncé est probable à partir d'une théorie s'il est vrai dans tous les modèles. Donc, entre autres, dans celui-là. Si je suis probable, je dois être vrai dans tous les modèles. Donc, dans celui-là, donc mon orange, il est forcément là. Okay. Si un énoncé est probable, sa négation, elle doit être là, quoi. Elle doit être fausse, hein. Nécessairement. Ça, c'est les énoncés qu'on appelle réfutables. Ça, pour les philosophes, on aime bien mettre des mots comme ça, réfutables. Donc, je suis réfutable, ça veut dire que ma négation est probable. C'est juste ça. Donc, là, vous avez les énoncés qui sont probables. Là, vous avez leur négation, réfutable. Ça, c'est ceux qui sont faux. Et ça, c'est ceux qui sont vrais dans le modèle standard. Et, en fait, si je prends un énoncé qui est là, eh ben, qu'est-ce qu'il va dire, cet énoncé? Donc, tout à l'heure, il disait, je ne suis pas un Athénien. Maintenant, mes Athéniens, c'est ceux qui les énoncés probables. Donc, ça dit, je ne suis pas probable. Puis, on se dit, Gödel, il a trouvé une formule qui dit, je ne suis pas probable. C'est pas faux, hein? Puis après, on se concentre très fort. Je ne suis pas probable. Et puis, on essaie de rationaliser cette chose-là. En fait, forcément qu'une formule qui est vraie dans le modèle standard et qui n'est pas probable, ben, elle n'est pas probable. Voilà, je vais vous dire. C'est comme ça. L'intérêt, c'est plutôt de dire, mais pourquoi tout ce qui est vrai, c'est pas probable? Et forcément, tout ce qui est faux, c'est réfutable. Pourquoi tout ce qui est vrai dans le modèle standard, c'est pas probable? Ça, c'est le cœur. Pourquoi on n'arrive pas à avoir une théorie telle qu'elle puisse prouver tout ce qui est vrai dans le modèle standard? Et pas prouver tout ce qui est faux. Parce que si une théorie commence à prouver tout, elle prouve n'importe quoi, elle est inconsistante, vous pouvez acheter, vous pouvez rentrer à la maison, faire complètement autre chose. Vous êtes d'accord? Ouais. Est-ce qu'un énoncé vrai dans le modèle standard peut être réfutable? Un énoncé réfutable, ça veut dire que sa négation est prouvable. Donc sa négation étant probable, elle serait vraie dans tous les modèles qui satisfont ta théorie. Si celui-là la satisfait, elle devrait être. Toi, tu m'as dit, s'il est faux, est-ce que ça peut être?
Ok. Je vous amène rapidement vers la preuve. Vous allez voir, j'ai fait un truc un peu sympa, je crois. Non, réellement, hein, qui vous permet d'accéder. Comment savoir s'il y a le même nombre de pommes que d'oranges? Donc, en général, les étudiants, quand je leur présente ça, c'est pour introduire au nombre ordinaux, au cardinaux. Je ne viens pas avec une caisse de pommes, mais si je viens avec une, je dis quoi? Pomme orange, si je viens avec une caisse de pommes de Golden, une grosse caisse d'orange, là, Ismaïl. Et puis, si je dis aux étudiants, comment vous feriez pour savoir s'il y a le même nombre de poires que de pommes? Les étudiants, ils font comme ça, ils regardent, ils ne comptent pas. Si je mets 100 francs sur la table, disant, celui qui me répond, il a 100 francs, tout le monde se jette et puis vous résolvez. Ok? Il y a vraiment deux manières. Vous comptez les pommes, vous comptez les oranges. S'il y a le même nombre, vous dites qu'il y a le même nombre. S'il n'y a pas le même nombre, vous dites que c'est différent. Ok? Ça, c'est utiliser les nombres ordinaux. Parce que vous dites, oh, tu es la première pomme. Tu es la deuxième pomme. Tu es la troisième pomme. Ça, c'est les nombres ordinaux. Premier, second. Vous pouvez regarder un dictionnaire, c'est vrai que je le dis. Hein. Premier, second, c'est les nombres ordinaux. On ordonne. On a la même chose en transfini. Hein. Dans le logique on regarde l'infini. Et puis, après, vous pouvez ordonner également les oranges, et puis, voilà. Pour le fini, ça va. Quand c'est infini, c'est compliqué. Ok. Mais ça, c'est pour les mathématiciens. Les informaticiens, on dit toujours ça, hein. Les informaticiens, eux, ils comptent 0, 1. Ils s'arrêtent. Okay. Oui, non. Okay. Bah, si vous êtes informaticien, vous ne pouvez pas compter. Donc, ce que vous faites, vous dites, je prends une belle pomme, une belle orange, et je les jette. Okay. C'est-à-dire, vous les avez, vous pouvez dire que je les marie, je les mets ensemble, je les mets délicatement. Si vous les jetez, c'est pareil. Vous prenez encore une pomme, une orange, vous jetez, vous continuez à faire ça. Si à un moment donné, vous avez des pommes et pas d'orange, ou des oranges et pas de pommes, vous allez dire, non, il n'y a pas le même nombre. Et si vous prenez dernière pomme, dernière orange, il n'y a plus rien, vous dites, il y a le même nombre. Ok? C'est pas la peine de savoir compter, il faut connaître juste 0 et 1. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est pour vous introduire à ça. Je vous fais un peu rigoler, mais en fait, deux ensembles, ils ont la même taille, la même cardinalité, s'il y a une bijection entre les deux. Donc, vous connaissez tous la notion de bijection, j'imagine. Ok, donc ça, c'est la notion de cardinalité. Deux ensembles ont la même taille s'il y a une bijection entre les deux. Et là, je vous fais un petit tableau que je vais utiliser pour le théorème d'incomplétude de Gödel, le premier. L'ensemble des suites infinies de 0 et de 1 et les entiers naturels n'ont pas la même cardinalité. L'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des suites infinies de 0 et de 1 n'ont pas la même cardinalité. Tiens, c'est quoi une suite infinie de 0 et de 1? J'en ai une là, vous voyez, j'en ai une première, j'en ai une deuxième. Je peux la voir aussi comme la fonction caractéristique d'un ensemble d'entiers. Celle-là, elle dit 0 est dedans, 1 n'est pas dedans, 2 n'est pas dedans, après 2, c'est 3 est dedans, 4 n'est pas dedans, 5 est dedans, 6 est dedans, etc. Vous me suivez, hein? Donc, je vais vous prouver que ça n'a pas la même cardinalité, l'ensemble des entiers et l'ensemble des suites infinies de 0 et de 1, autrement dit, l'ensemble des parties des entiers n'a pas la même cardinalité que les entiers. Et je vais vous le faire en utilisant une preuve par diagonalisation. Ça, vous allez voir une vraie diagonale. Et puis, je vais vous dire qu'au cœur du théorème d'incomplétude de Gödel, il y a l'argument de diagonalisation qui est classique de chez classique. Rien d'extraordinaire. Je vous montrerai où il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suppose que j'ai une bijection. Je n'ai pas écrit, mais je suppose que j'ai F qui est une bijection, puis je vais arriver à une grosse contradiction. OK? Voilà. Donc, si j'ai envoyé 0 sur cette suite-là, 1 sur cette suite-là, 2 sur cette suite-là, etc. Qu'est-ce que je fais? Je regarde, comme j'ai dit que c'est un argument de diagonalisation, je regarde la diagonale qu'elle a. Je vais l'appeler la diagonale rouge, là, ou grosse, si vous voulez. OK? OK, je vais prendre cette diagonale, puis chaque fois que j'ai un 1, je vais la changer, je vais mettre un 0. Chaque fois que j'ai un 0, je vais mettre un 1. Donc, je vais swapper, je ne sais pas comment on dit, 0 et 1. OK? Ça va, ça? Rose, bleu, rose, bleu, rose, bleu. D'accord? OK? L'une est l'inverse de l'autre. OK. Maintenant, je regarde la bleue, puis je dis, cette bleue-là, ça ne peut pas être l'image de 0, ça ne peut pas être cette suite-là. Pourquoi? Parce que ici, j'ai 0, et puis, en fait, l'image de 0, si je reviens, c'était 1, 1, dans la première case, là. Okay? Ça va, ça? Cette suite-là, la bleue, cette suite-là, ça ne peut pas être celle-là, parce que ici, j'ai un 1, et avant, en fait, j'avais un 0. Ça ne peut pas être celle-là, parce que j'ai changé ce qu'il y avait ici, donc ça peut être aucune, vous voyez bien. OK?
Donc, cette suite bleue, c'est l'image d'aucun élément, d'aucun entier. Or, ma fonction, elle est supposée être une bijection. Donc, une bijection, c'est une surjection, donc ça devrait toucher tout l'espace d'arrivée. Or, ça n'atteint pas cette suite-là. C'est ça un argument de diagonalisation. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai regardé la diagonale, puis j'ai changé les zéros en 1. Le cœur du théorème de Gödel, du premier, même chose. Argument de diagonalisation. Donc, je vous l'expose par un petit dessin. Alors maintenant, j'ai plus les suites j'ai ça. Ça, c'est des formules. J'imagine que j'ai les formules de mon langage à une variable libre x. Avoir une variable libre, ça veut dire vous quantifiez sur toutes vos variables, mais pas sur x, quoi. En gros, l'idée, c'est ça. Donc, ça dit x satisfait, blablabla. Là, je vais mettre un 1 si, lorsque je prends, je vais vous mettre sur le tableau là. Si je prends ici, je regarde zéro. Ah, il y a des rouges parfois. Et puis je remplace x par ce symbole de constante 0. Ça devient une formule close. C'est une formule close. Je peux poser la question, est-ce qu'elle est prouvable à partir de ma théorie ou est-ce qu'elle n'est pas prouvable? Je dirais de quelle théorie on parle après. Si elle est prouvable, je mets un 1. Si elle n'est pas prouvable, je mets un 0. Ça va, ça? OK? Par exemple, ici, donc, je prends cette première formule. Je vais remplacer x par, non c'est pas exactement par 2, par l'entier 2, mais le terme qui représente l'entier 2, c'est-à-dire le successeur du successeur de 0. C'est le terme pour parler de 2. Okay? Si c'est probable, je mets un 1. Si c'est pas probable, je mets un 0. Imaginez que vous puissiez faire ça pour tout le tableau. Bon, déjà, pourquoi je pourrais faire ça? Mais imaginez que je puisse faire ça. Donc, je peux avoir, imaginez qu'il y a un algorithme qui travaille. Quand je lui pose la question, je lui donne, voilà la formule phi2, je lui donne 3. Il travaille, il s'arrête, puis il m'écrit un 0 ou il m'écrit un 1 ici. Vous voyez le truc? Donc, j'ai un algorithme qui peut me remplir ce tableau gentiment. Je suis content. OK. Maintenant, je regarde cette diagonale. Pareil, hein, c'est la diagonale rose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder la bleue. Toujours pareil. Hein. Je vais changer les 0 en 1. Vous voyez le truc? OK? OK. Maintenant, le cœur du théorème, ça va être ça. Le cœur de l'argument, c'est ça. Si je peux avoir une formule, c'est ma formule phi qui est là-bas, qui, dans la position n, par exemple, on n'a qu'à prendre 2, va avoir exactement la valeur inverse de phi de 2 qui mange 2. C'est-à-dire, je veux précisément avoir ça. Auparavant, phi de 2 que vous nourrissez avec 2, vous aviez un 1 qui était écrit ici, parce que ça voulait dire que cette formule phi de 2 de 2, elle était prouvable. Maintenant, si vous pouvez avoir une formule phi qui satisfait ça, que phi de 2, pardon, phi de n, la valeur phi de n, donc c'est exactement la négation de ce qu'on avait auparavant, donc ça vous donnerait un 0, pardon, on avait un 1 tout à l'heure, on a un 0 maintenant. Si par ailleurs, cette formule, bon, si on peut avoir une formule comme ça, c'est une formule qui a une variable libre, donc cette formule, elle apparaîtrait ici. Donc, premièrement, pourquoi on peut avoir une formule comme ça? C'est pas clair du tout, du tout. C'est pas clair du tout. Je vous l'expliquerai après. Pourquoi, si on a une formule comme ça, elle doit apparaître dans l'énumération de mes formules, parce que j'ai énuméré comme ça toutes les formules à une variable libre. Donc, si ça, c'est une formule à une variable libre, phi de x, ça doit être celle qui intervient ici. Par exemple, elle intervient ici au niveau 4. Okay? Maintenant, je vais regarder ce qui se passe pour ma formule phi, qui est par exemple ici. Qu'est-ce qui se passe quand je lui donne à manger 4? Ben, ma formule, phi de 4, imaginons, c'est phi de 4 qui mange 4, elle est probable si et seulement si, en fait, la négation de phi de 4 qui mange 4
est réfutable si et seulement si phi de 4 a un 0. Donc, vous obtenez un 1 ici, si et seulement si vous aviez un 0. Donc, vous obtenez un 0 ici, si et seulement si vous aviez un 1. Donc, vous avez le même genre de contradiction. Plutôt que de regarder ça, je vais aller directement au théorème, et puis je vais vous expliquer comment fonctionne la preuve. On va revenir au tableau, puis vous allez voir un petit peu mieux, ça sera un petit peu plus clair, j'espère. En fait, le théorème de complétude, d'incomplétude, il vient un petit peu plus loin. C'est celui-là. C'est une conséquence triviale du théorème que je vous montre maintenant, parce que le gros théorème, c'est ça. Puis ce que je voudrais, c'est que vous compreniez ce que ça signifie. Et c'est extrêmement puissant. Ça dit, vous regardez n'importe quelle théorie de l'arithmétique qui étend de Robinson, c'est-à-dire, vous prenez les axiomes de Robinson, parce que, bon, vous voulez les prendre, les axiomes. Vous pouvez me dire, non, je ne vais pas les prendre. Je vais vouloir les trouver, les axiomes, autant les prendre. Vous prenez ces axiomes-là, puis vous en rajoutez d'autres. Comme vous voulez, vous en rajoutez plein d'autres. Quelle que soit la manière dont vous le faites, donc, aussi riche qu'elle soit, cette théorie qui étend Robinson, Robinson est très faible. Hein. L'arithmétique de Peano étend, par exemple, l'arithmétique de Robinson. Si la théorie que vous avez est inconsistante, alors elle est indécidable. Il faut que je vous explique ce que c'est qu'une théorie inconsistante, ça vous le savez à peu près, mais une théorie indécidable ou décidable, il faut que je vous explique. Une théorie, elle est consistante si elle ne prouve pas tout. Autrement dit, quand elle prouve une formule, elle ne prouve pas sa négation. Parce que si vous prouvez une formule et sa négation, vous prouvez tout. L'autre manière de le dire, c'est ma théorie est consistante, c'est la théorie de complétude, si et seulement si elle admet un modèle. Et un modèle dans lequel elle est vraie. Elle est inconsistante, il n'y a aucun modèle dans lequel elle est. Je prends la théorie des groupes, je rajoute des trucs complètement farfelus à ma théorie des groupes, que ça soit bien contradictoire. Il n'y a aucun groupe qui satisfait ce que j'ai raconté, c'est contradictoire. Ça va? Ok. Donc, si ma théorie est consistante, alors elle n'est pas décidable. C'est quoi une théorie qui est décidable? Ben, une théorie, elle est décidable si, et ça là, il y a un lien fort avec l'informatique, et au cœur, en fait, au cœur de toutes ces notions-là, que vous le vouliez ou non. Il existe un algorithme, ou une machine de Turing, ou peu importe ce que vous aimez. Machine de Turing, ça vous va? Algorithme, ça vous va? Vous avez un algorithme, même très grand, hein, très compliqué, il faut des milliards d'années pour l'écrire, mais vous l'avez là. Et puis, vous allez, en fonction de votre théorie, votre algorithme va faire ça. Vous allez lui poser une question, vous allez écrire une formule close, votre algorithme va travailler, il va s'arrêter, c'est ça qui est important, il va vous répondre oui si elle est probable, non si elle n'est pas probable. Donc une théorie est décidable si en fait il y a un algorithme qui peut décider pour chaque formule close si elle est probable ou pas probable. C'est quand même pas mal parce que si c'est probable, dit ben, je vais chercher une preuve. Si c'est pas probable, dit que ça ne sert à rien d'en chercher, il n'y en a pas. Okay. Décidable, c'est vraiment comme, vous voyez, Ismaïl, si je lui dis sandwich jambon, sandwich gruyère, ben, il faut qu'il choisisse, quoi. C'est pas peut-être gruyère, je ne sais pas. Vraiment, mon algorithme, ma machine de Turing, elle doit décider, donc elle doit travailler et s'arrêter et vous donner une réponse. Ouais, tu as une question? Il existe probable, c'est-à-dire, enfin, est-ce qu'on fait une différence entre il existe une preuve et on peut prouver? Si vous voyez ce que je veux dire, il y a des fonctions, il existe une primitive, mais on ne peut pas trouver la primitive. Est-ce que une affirmation qui serait prouvable, c'est quelque chose dont on peut trouver une preuve? Ah non, toi, tu es en train de me dire, tu es en train de faire la distinction entre je peux prouver l'existence de quelque chose ou je peux le construire. Bon, c'est ça que tu es en train de dire. Non, on veut juste te dire, je te donne un énoncé, quand tu formules le je te donne un énoncé. Est-ce qu'il est probable à partir de ma théorie, oui ou non? Est-ce qu'il existe une preuve? Ça veut dire est-ce qu'il existe un objet syntaxique, qui est un arbre comme ça, très beau, qui satisfait les critères des définitions de preuve? Oui, il en existe un, tu réponds, ou non, il n'y en a pas. S'il en existe un, tu peux énumérer toutes les preuves possibles, plutôt que tard, tu vas la trouver. Mais s'il n'y en a pas, ça serait bien que ta machine te dise qu'il n'y en a pas, comme ça, tu n'as pas à chercher. Okay. Donc, c'est ça, une théorie est décidable. C'est extrêmement fort. Une théorie est décidable, ça veut dire votre théorie
Vous avez un algorithme, pardon, pour votre théorie, tel que quand vous lui donnez à manger un énoncé, il travaille, il s'arrête et vous répond oui, c'est probable ou non, c'est pas probable. Tout simplement ça. La théorie des groupes, est-ce que c'est décidable? C'est votre question, non? Est-ce que la théorie des groupes, c'est décidable? Est-ce qu'il y a un algorithme tel que... Donc, théorie des groupes, c'est petit, c'est tout petit, la théorie des groupes. Hein. C'est encore plus... Enfin, ridicule, c'est grand. Mais l'axiomatique, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Ben, la théorie des groupes, ça serait bien d'avoir un algorithme tel que, comme vous décrivez un énoncé de la théorie des groupes, l'algorithme travaille, il répond oui, il y a une preuve, ou non, il n'y a pas de preuve. La théorie des groupes, c'est indécidable. Après, vous pouvez regarder... si vous intéresse tout ça, vous trouvez tout ça. Wikipédia, c'est une bonne source, vous allez trouver beaucoup de choses. Ok, donc, si ma théorie est consistante, alors elle est indécidable. Pourquoi j'ai besoin de dire si elle est consistante? Si ma théorie est inconsistante, une théorie qui est inconsistante, c'est la même chose de dire qu'elle n'a aucun modèle, ou que de dire elle prouve tout et n'importe quoi. Hein, en logique mathématique, hein, quand vous prouvez quelque chose et vous prouvez son contraire, vous prouvez tout. Donc, est-ce que si vous avez une théorie qui est inconsistante, votre théorie, elle va prouver tout et n'importe quoi? Est-ce que vous pouvez faire un algorithme qui, quand vous donnez un énoncé, doit répondre oui si c'est probable, ou non si c'est pas probable, sachant qu'elle prouve tout? Ben, votre algorithme ne regarde même pas si c'est écrit que oui. Donc, une théorie inconsistante, elle est décidable, mais elle est complètement indécidable. C'est une théorie qui est faite. Donc, ça n'a de sens. Enfin, c'est intéressant que quand la théorie est consistante, ben, quelle que soit la manière dont vous pouvez étendre la théorie de Robinson, donc ça, il faut le penser comme ça. Vous dites, regarde le beau modèle standard d'arithmétique, de cette petite théorie de Robinson, j'aimerais rajouter des axiomes de telle manière que réellement, je puisse atteindre un petit peu la vérité qui est dans ce modèle. Peu importe la manière dont tu l'étends, soit tu obtiens une théorie qui est inconsistante parce que tu as mis quelque chose et puis son contraire, ou tu peux prouver quelque chose et son contraire, soit alors elle n'est pas décidable. Il n'y a pas d'algorithme qui peut, étant donné un énoncé, travailler, s'arrêter, te répondre oui si c'est probable ou non si c'est pas. Ouais. Tu as une question? Tu l'as résolu? C'est ça que tu as dit? Ben, tu peux le dire, ça, les gens, c'est pas ta question. Non, c'était juste que le concept aussi décidable, alors elle est inconsistante. Mais je comprends bien ça. Si elle est décidable, alors elle est inconsistante. Ouais. Oui, tu m'as fait la contraposée. Ouais, vas-y. Est-ce que ça veut dire un peu que si on, est-ce qu'un décidable, ça veut dire que si on a un algorithme qui peut le prouver, est-ce qu'on peut dire que ça va s'arrêter ou pas? Ça ressemble au Oui, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est pas loin du problème de l'arrêt. Ces choses-là sont liées. Le problème de l'arrêt, c'est quelqu'un comme quoi au centre du problème de l'arrêt, un gros élément de rationalisation. Le problème de l'arrêt, c'est il n'y a pas de machine Turing universelle, telle que quand vous lui donnez le code d'une autre machine de Turing, et puis un input peut vous dire si cette machine ou cette autre machine va s'arrêter sur l'input. Dont il parlait. Bien sûr, c'est lié. Tout ça, c'est apparu au même moment, hein, dans les années 30, hein, ces choses-là. 1930. OK. Donc, je vais vous prouver ça. Donc, je vais vous prouver. C'est assez fort parce que la théorie de Robinson, elle est ridicule. Elle est ridicule. Quelle que soit la manière dont vous essayez de l'étendre pour avoir une belle théorie qui puisse formaliser toute l'arithmétique dans laquelle vous aurez une théorie qui soit décidable, ben vous n'y arriverez pas. Et donc l'inclusion de Rob, elle est stricte. Enfin, c'est pas juste, ça marche, c'est pas le cas juste pour Rob. Non, pour toute théorie qui est en Robinson. Donc, tu prends Robinson, étant au sens tu rajoutes des axiomes. Est-ce que ça marche pour Robinson? Il faut qu'il y ait quelque chose. Robinson étant Robinson. Enfin, A est inclus dans A, c'est vraiment maths. D'accord? Ouais. Donc, je sais pas, ou alors je n'ai pas compris ta question. Oui. Il y a tout de Robinson. Comment? Il y a tout petit de Robinson. Ben, si tu veux, en fait, quand Gödel a prouvé son théorème d'incomplétude, les gens après se sont demandé, bon, ils ont raffiné la preuve, il y a un certain nombre d'éléments qui étaient beaucoup moins puissants que ce qu'il y a maintenant, puis ils se sont posé la question, quelle est la plus petite théorie avec laquelle on peut encore prouver le premier théorème d'incomplétude? Ben, c'est Robinson. Mais si tu enlèves n'importe quel axiome de Robinson, c'est bizarre. Je veux dire, si tu me dis, tu enlèves l'axiome qui dit que 0 n'a pas de prédécesseur,
Est-ce que c'est vraiment l'arithmétique sur n que tu regardes? Je pense autre chose. Hein. Voilà. Alors, je pense qu'on peut tous s'accorder, si vous prenez 2 minutes le soir et vous regardez l'arithmétique de Robinson, il n'y a pas grand-chose. Ok, on prouve ça. Donc, je vais pas tricher. Je me suis dit, je vais pas tricher. Je vais leur mettre ce qu'il y a dans le cours. Donc, je vais pas regarder ça. Beaucoup de blabla. Je vais regarder. Vous voyez, ça c'est la diagonale. C'est la diagonale qu'on avait tout à l'heure. La diagonale bleue quand j'avais inversé la diagonale rouge. Donc, la diagonale, c'est l'ensemble des entiers. Vous pouvez regarder des cas tels que là, je regarde KK. Donc, je suis au niveau de la diagonale là. Le premier, c'est le code d'une formule. Le deuxième, c'est un entier. Et là, ce que je suis en train de raconter, c'est que je prends la formule, dont le code, c'est ça, et je lui donne à manger l'entier qui correspond à cette formule-là. Et je veux que K soit dans ma diagonale bleue si ce que j'avais dans ma diagonale rose, pardon, je vais mettre K dans cet ensemble-là si KK n'est pas dans cet ensemble, et ça c'est l'ensemble, donc KK serait dans cet ensemble si P prouve phi de N. N c'est le code de la formule, donc ça veut dire que KK serait dans cet ensemble si j'avais un 1, là où j'ai KK, je peux vous le faire sur un petit dessin. Voilà. KK, je prends, imaginons que le code du phi c'est 3. 3, 3, j'ai un 1, donc je mettrai KK dans l'ensemble, et je regarde la diagonale inversée, donc je regarde exactement ce qui est là. Donc typiquement, je vais mettre 4 dedans, parce que ici j'ai un 1, parce que j'avais un 0 précédemment. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est juste ça. Ok, donc faites-moi confiance, ça c'est exactement les entiers qui correspondent à des positions où vous avez un 1 sur la diagonale bleue. Ça va, ça? Hein? Exactement ça. La fonction caractéristique de cet ensemble-là, c'est la diagonale bleue. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez un 1 sur la diagonale bleue, ben, l'entier est dedans. Quand vous avez un 0, l'entier n'est pas dedans. OK. Ça, c'est ma diagonale. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit ici. Donc, premièrement, je suppose que ma théorie, la preuve, je vais supposer, donc ma théorie est consistante, puis je vais aussi supposer qu'elle est décidable, puis je vais arriver à une grosse contradiction. Je vais prouver qu'elle n'est pas décidable. Je suppose qu'elle est décidable. Ben, si elle est décidable, regardez, si elle est décidable, il y a un algorithme qui, quand je lui donne à manger un énoncé, il travaille, il s'arrête, il répond oui, c'est probable, ou non, c'est pas probable. Grâce à cet algorithme, je peux remplir tranquillement tout ce tableau. Donc, je peux, c'est celui-là que je voyais, c'est celui que j'avais au début. Donc, je peux, entre autres, m'intéresser à cette diagonale-là. Mon algorithme, ce qu'il va dire, c'est, je vais lui poser la question, tiens, est-ce que phi 2, quand je remplace x par 2, est-ce que c'est probable? L'algorithme va travailler, il va me répondre oui. Okay. Il peut avoir raison qu'ici, il va me répondre non. Okay. Donc, j'ai accès à toute cette diagonale grâce à cet algorithme. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en supposant qu'on a un nombre dénombrable nécessairement de formules? C'est-à-dire que construire ce tableau, ça présuppose qu'il y a phi 0, phi 1, il y a un nombre dénombrable de formules. D'accord, au sens où il ne me donne pas tout de suite la diagonale, bien sûr. Mais j'ai accès à toute l'information sur cette diagonale rouge, okay, puisque j'ai un algorithme, ma théorie est décidable. Dire que ma théorie est décidable, ça veut dire, je lui donne un énoncé, je lui donne une formule close, il travaille, il s'arrête, il me dit oui, c'est probable, non, c'est pas probable. Donc, tu me donnes une position n'importe où ici, l'algorithme, je peux savoir si je mets un 1 ou un 0. D'accord? Donc, je peux savoir pour toute position sur la diagonale si je peux mettre un 1 ou un 0. C'est en ce sens-là que j'ai accès à l'information sur cette diagonale. Moi, je ne veux pas cette diagonale, je veux le complémentaire de cette diagonale en quelque sorte. Mais j'avais un algorithme qui me dit oui, c'est probable, je mettais un 1. Maintenant, je voudrais qu'il me dise mets un 0. Ben, quand il me disait mets un 1, maintenant il me dit mets un 0. Puis quand il me disait mets un 0, mets un 1. Donc, c'est facile de passer d'un algorithme à l'autre. On est d'accord là-dessus? Si j'en ai... Ouais. La question, cette proposition, elle s'en fait vraiment fini sans bon, sans fini.
Bon, les formules, en logique mathématique, une formule, c'est un objet fini. Bon, c'est un objet fini. Ouais, donc c'est des nombres. Hein. C'est dénombrable, avec un nombre dénombrable. Parce que le langage qu'on utilisait, on a quand même pris de symboles, donc bien sûr, tu utilises des parenthèses. Bien sûr, il y a quand même dénombrable de formules. Oui, il y a plein de bases, en fait, qui sont nécessaires. Donc, moi, je m'intéresse à cette diagonale bleue. Donc, en fait, j'ai accès, j'ai un algorithme qui, en fait, si je pose la question, tiens, est-ce que ici, il y a un 0 ou un 1, ben, à partir du code de cette formule, à partir de 2, il va travailler, et il va me répondre, oui, il y a un 0. D'accord? Ce qui est important, c'est qu'il s'arrête et il me répond. D'accord? Donc ça, c'est être décidable, ça permet d'avoir accès à cette diagonale en ce sens-là. Comme tu as dit, c'est pas qu'on a accès d'un seul coup, il me donne toute la diagonale, mais il me donne accès à l'information où je veux sur cette diagonale. OK. Maintenant, en fait, si je regarde l'ensemble des positions où j'ai un 1, c'est-à-dire, donc c'est l'ensemble que j'ai appelé diag dans ma preuve. Donc c'est un ensemble il va ne pas contenir 0, il va contenir 1, il va contenir 4, et après je sais pas, d'accord, il contient un certain nombre d'entiers. Okay. Donc cet ensemble-là, ben, puisque j'ai un algorithme qui peut me dire si j'ai un 1 ou un 0 à chaque position, en fait il est ce qu'on appelle récursif. Et récursif, ça veut dire exactement ce que je viens de dire, ça veut dire pour savoir si un entier est dedans, vous avez un algorithme en fait qui vous donne cet entier, il travaille, il s'arrête, il vous dit oui ou non. C'est ça le récursif. Donc, vous lui donnez 2, il travaille, pardon, il s'arrête, il vous dit non. Vous lui donnez 1, il travaille, il s'arrête, il vous dit oui. Okay. Donc, c'est un ensemble qui est récursif. Et là est la clé du premier théorème d'incomplétude de Gödel. Donc, je voulais vous montrer que le cœur, il se trouve là. Donc, cet ensemble, comme il est récursif, ça c'est facile. Il y a du boulot pour ça, c'est facile. Alors, par ce théorème-là, il existe une formule qui satisfait ceci. Et ça, c'est immense. Donc, je passe du fait que j'ai un ensemble qui est récursif au fait que j'ai une formule qui satisfait ce truc incroyable. Mon entier, il appartient à ma diagonale. Donc, ça, vous pouvez le voir comme petit k, il correspond à une position sur ma diagonale bleue où j'ai un 1. Alors, Robinson, qui est une théorie extrêmement pauvre, prouve cette formule, la formule dans laquelle j'ai donné à manger l'entier k, en fait, le successeur du successeur de 0k. Et puis, s'il n'est pas dedans, Robinson prouve la négation de cette formule. Donc, en fait, cet ensemble qui est récursif, et c'est vrai tout ensemble qui est récursif, là, il y a vraiment du boulot. C'est pas une blague, c'est vraiment pas des c'est il y a vraiment du boulot, puis ça va jouer les résultats. En fait, tout ensemble récursif est représentable par une formule à l'intérieur de Robinson, et ça veut dire exactement ça. C'est quand même assez spécial, hein. Vous avez un ensemble qui est récursif, donc un ensemble pour lequel vous avez un algorithme qui, vous pouvez lui poser une question, vous donnez un entier, il travaille, vous dites oui c'est dedans, ou non c'est pas dedans. Et des ensembles comme ça, c'est compliqué, des ensembles récursifs. Enfin, si vous connaissez un peu l'informatique, ça peut être atrocement compliqué. Pour tout ensemble comme ça, en particulier pour celui-là, il y a une formule qui le représente, donc ça veut dire qu'on a exactement ça. Je parle de l'appartenance dans un ensemble qui est récursif à Robinson prouve soit la formule, soit la négation de la formule, dans laquelle on a remplacé la variable lit par. Ça, c'est quand même extrêmement fort. Donc, le cœur du premier théorème d'incomplétude de Gödel, c'est ça. Okay. Je n'ai pas vu Lénine, là, mais c'est pour le second. OK, mais c'est pas une blague, ce que je vous dis. Pourquoi c'est pas... Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre cette formule-là, je vais prendre son code. Les formules sont codées par des entiers. Je vais prendre son code. Son code, c'est le successeur du successeur, le nombre de l'entier qui désigne le code de la formule. Imaginez que le code soit 1038, ben, je fais 1038 fois le successeur de 0. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner à manger à ma formule son propre code. Je vais donner à manger exactement ça. À la formule, ben, bien sûr, parce que je veux retrouver ma diagonale puis avoir une grosse contradiction. OK. Ben, regardez. Mon entier, qui est le code de ma formule, maintenant je me pose la question, est-ce qu'il appartient à cet ensemble ou est-ce qu'il n'appartient pas? Je vais avoir, s'il appartient, alors il n'appartient pas, s'il n'appartient pas, il appartient. Il n'y a pas plus contradictoire que ça, ok? J'avais une bonne contradiction. OK. Si l'entier est en diagonale, comme Robinson
représente tous les ensembles récursifs. Robinson prouve cette formule. Ma théorie étant Robinson. Si vous pouvez prouver avec une théorie, avec Robinson, vous pouvez prouver avec la théorie qu'il étend, parce que quand vous prouvez avec Robinson, vous utilisez l'axiome qui sont dans Robinson. Quand vous en avez plus, vous n'utilisez pas les autres. Facile. Donc j'ai ça. Et ça, ma théorie, elle prouve cette formule par la définition de la diagonale. Ça veut dire que cet entier-là n'est pas dans la diagonale. Ah, s'il est dedans, il ne l'est pas. Ah, et s'il ne l'est pas, s'il ne l'est pas, Robinson prouve la négation de la formule. Donc, ma théorie prouve aussi la négation de la formule. Si je peux le prouver avec Robinson, je peux le prouver avec une théorie qui l'étend. Je le redis, hein, si je prouve avec Robinson, c'est-à-dire je prouve uniquement avec les axiomes de Robinson. Vous m'en donnez d'autres, j'en ai rien à faire. Je prouve toujours la même chose avec les axiomes de Robinson. OK? Ah! Là, j'ai utilisé un truc qu'on ne vous a pas parlé. Si ma théorie, elle prouve ça, et que ma théorie, elle est consistante, alors elle ne prouve pas cette formule-là. Elle prouve la négation de phi, elle ne prouve pas phi. Parce que si elle prouve les deux, ben elle est inconsistante. Donc c'est là que j'utilise que ma théorie doit être consistante. Okay? Donc si elle est consistante, ma théorie ne prouve pas ça, mais par définition de ma diagonale, ça veut dire que le code est dedans. Si je ne suis pas dedans, alors je suis dedans. Si je suis dedans, je ne suis pas dedans. Si je ne suis pas dedans, je suis dedans. Belle contradiction. Terminé. Je vous ai fait la preuve du premier théorème d'incomplétude de Gödel. Le boulot, c'est pourquoi, quand vous avez un ensemble d'entiers qui est récursif, pourquoi c'est représentable à l'intérieur de Peano, qui a une théorie si faible qu'elle ne prouve pas la commutativité de la multiplication. Je ne peux pas prouver pour tout x, pour tout y, x fois y, c'est y fois x, avec Robinson. Il y a plein de choses qu'elle ne prouve pas. Donc, quand j'enseigne ce cours, comme on doit faire des preuves avec Robinson et qu'elle est très faible, on fait vraiment ça parce que pour prouver des choses, c'est vraiment le bagne. OK? Donc, le cœur de la preuve, c'est comme on a un ensemble qui est récursif, il est représentable à l'intérieur de Robinson, donc il existe une formule telle que. Et ça, c'est pas, a priori, c'est pas évident. Question là-dessus? Il me reste encore un tout petit peu de temps, je pense. Moi, j'ai bien une question. Ouais. Il me reste pas beaucoup de en temps. fait, Ouais. Non, vas-y. Non, en fait, ma question, c'est, j'ai mon impression, que ce soit pour le théorème d'incomplétude de Gödel, pour le problème de l'arrêt, pour le paradoxe du menteur, c'est qu'on a toujours des problèmes quand on commence à faire des énoncés autoréférentiels. C'est-à-dire que je peux donner à manger lui à lui-même. Oui, bien sûr. Est-ce que justement, des énoncés qui sont vrais non démontrables, est-ce qu'on ne peut pas dire, en fait, c'est juste les énoncés autoréférentiels? Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est pas seulement ces énoncés qui sont un peu pathologiques? Non, parce que t'as plein de. Non, ça c'est. Non. Je veux dire, la commutativité de la multiplication, c'est pas probable en théorie des groupes, et puis la commutativité de l'opération interne, c'est pas probable en théorie des groupes, la négation n'est pas probable. C'est pas pathologique comme énoncé, la commutativité, non? Donc, ce que je veux dire, c'est que le genre d'énoncés qui sont l'objet du théorème de Gödel, qui seraient vrais mais pas démontrables. Ouais. En fait, là, ce qu'on a donné, c'est on a dit voilà, en voilà un. Ouais. Mais comment je sais que c'est pas juste des trucs. Si par exemple je m'interdis de faire des énoncés autoréférentiels, est-ce que j'ai plus ce problème? Non, non. J'aurais pu commencer. Non, mais je peux pas tout faire à la fois. Mais j'aurais pu commencer par des genres de problèmes qui sont pas probables dans l'arithmétique de Peano, mais qui sont probables dans des systèmes plus puissants. Il y a plein de choses après qui sont apparues comme étant pas probables, typiquement dans l'arithmétique de Peano. En théorie des ensembles, si tu prends la théorie des ensembles, tu as plein de choses qui sont ni prouvables, ni réfutables, parce que, en gros, on te dit si tous les ensembles est consistant, tu peux trouver un modèle qui satisfait ta formule, un autre modèle qui satisfait le contraire, donc ni l'une ni l'autre n'est prouvable, c'est pas autoréférentiel du tout. Non, ça c'est une vision, je pense que c'est une vision un peu naïve, que je comprends parce qu'elle vient de l'argument diagonal, si tu veux, mais non, c'est pas. Si tu veux, c'est comme si tu me disais, le problème de l'arrêt n'est pas décidable, donc tout problème de l'arrêt, ça serait un truc autoréférentiel. En informatique, les choses non décidables, il y en a partout, quoi. Et puis, il y a plein de choses totalement, je sais pas, naturelles, quoi. Je pense pas. Après, je peux pas te convaincre juste en te disant, je pense pas. J'avance vite ou vous me donnez 10 minutes ou je prends 10 minutes et puis, donc, déjà, je vous ai fait le premier théorème d'incomplétude de Gödel. Non, je
je vous ai fait le premier truc qui disait ça, qui disait quand même ce truc un peu étrange, hein. Quelle que soit la manière dont j'étends Robinson, eh bien, si ma théorie elle reste consistante, elle n'est pas décidable. En 3 coups de cuillère à peau, vous savez ce que c'est les cuillères à peau? Tu te rappelles les cuillères à peau, non? Les cuillères à peau, c'est des sabres d'abordage, des corsets. Quand ils se jetaient sur un bateau, et ils faisaient tout en 3 coups de cuillère à peau, ça fait tout le monde, c'est ça. C'est pas du tout la confiture. Ça, c'est pour vos structures personnelles. Peut-être que vous allez retenir quelque chose, ça sera ça. Donc, le premier théorème d'incomplétude, il dit ça. Si vous prenez n'importe quelle théorie qui est en Robinson, alors je veux qu'elle soit récursive, je vais vous expliquer pourquoi, alors elle est incomplète. Premièrement, c'est quoi une théorie qui est complète? Une théorie qui est complète, c'est une théorie qui est consistante, qui admet un modèle, qui ne prouve pas tout. Et si elle est inconsistante, elle n'est pas complète. Mais complet, c'est, je fais ça en cours, bonjour, je peux rentrer? Il disait, non, il disait, non, c'est complet. Non, c'est complet. Non, c'est complet. C'est-à-dire, on ne peut plus rentrer. Donc, une théorie qui est complète, elle est consistante, elle ne prouve pas tout, mais en fait, si vous regardez un énoncé, soit elle le prouve, soit elle prouve sa négation. Donc, elle est complète au sens où vous ne pouvez plus rien rajouter dedans, parce que si vous prenez un énoncé, soit elle le prouve, et ça ne sert à rien de le rajouter, soit elle prouve sa négation, si vous le rajoutez, elle deviendra inconsistant. Théorie complète. C'est ce qu'on aimerait avoir, c'est une théorie complète. Hein. On aimerait que le modèle standard, j'ai une belle théorie complète, qui chaque fois que quelque chose est vrai, je puisse le prouver. Chaque fois que quelque chose est faux, je puisse prouver sa négation. Je serais content. Ça, c'est pas possible. Quelle que soit la théorie que vous considérez qui est en Robinson et qui est récursive. Alors, c'est quoi une théorie qui est récursive? Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que je peux vous trouver une théorie complète qui est en Robinson. C'est très facile. Vous êtes d'accord que Robinson, ça a bien l'air vrai dans le modèle standard, hein, ce dont ça parle. Vous prenez ce qu'on appelle la théorie complète du modèle standard, vous prenez toutes les formules closes qui sont vraies dans le modèle standard. Vous n'avez pas accès à ça, vous, mais je sais pas, la quadrature de Goldbach, par exemple, qui dit tout entier pair plus grand que 2 est la somme de 2 premiers, soit c'est vrai, soit c'est faux. Okay, si c'est vrai, elle est dedans, puis si c'est faux, sa négation est dedans. Pas la peine que vous sachiez si c'est vrai et si c'est dedans. Mais vous la preniez comme ça, boum, brutalement. C'est une théorie complète. Elle a un modèle qui fait partie du modèle. Et puis, elle peut prouver soit un énoncé, soit une négation, parce que un énoncé, s'il est vrai dans le modèle, vous l'avez mis dedans, donc la preuve, voilà, il est là, c'est un axiome. Et puis, si c'est pas dedans, la négation est une théorie complète. Mais vous n'avez pas accès. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas accéder aux axiomes de cette théorie. Je vous ai juste dit, je prends tous les énoncés qui sont vrais dans le modèle standard, mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas me dire ce que c'est. Donc, une théorie récursive, c'est une théorie. Donc, on demande la chose suivante. Une théorie est récursive si elle vient aussi avec un algorithme qui m'explique ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, l'algorithme, je mets un énoncé, donc une forme close, il travaille, il s'arrête, il me dit oui, c'est un axiome ou non, c'en est pas. Je voudrais au moins ça, d'accord, si vous me donnez une théorie. Parce que si tu me donnes une théorie, puis en gros, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, puis je dis vas-y, fais des preuves, mon coco, je ne sais pas quoi faire. Okay. Donc, toutes les théories qu'on présente, non seulement elles sont récursives, mais l'algorithme qui va avec, il est trivial, en général. C'est bête comme ça. Donc, je veux une théorie récursive parce que je veux savoir ce qu'il y a dedans. C'est naturel, quand même, quand on fait des mots. Toute extension de Robinson qui est récursive, elle est incomplète. Donc, en fait, il y a forcément, soit elle est inconsistante, soit elle est consistante, et il y a forcément quelque chose qu'elle ne prouve pas. Elle ne prouve pas la négation de cette chose vraiment. Donc, elle n'est pas complète. Et voilà, c'est comme ça. C'est assez fort, hein. Pour n'importe quelle extension récursive de Robinson, ça veut dire, vous rajoutez des actions de temps que vous voulez, etc. Tant que ça reste consistant, et puis vous l'avez fait de manière un peu sensée, quoi. Vous avez construit un algorithme qui m'explique ce qu'il y a dedans, ouais. Est-ce qu'on peut définir quelque chose de prouvable? Par exemple, avec en théorie de Robinson, je ne peux pas prouver que ma grand-mère porte des chaussures rouges, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais en arithmétique, j'aurais du mal, ça, je pense. Je pense. Dans le sens où je veux dire, c'est quoi un énoncé? C'est quoi un énoncé, en fait? Ah, c'est quoi une formule close, tu veux dire? Oui. Bon, ça, faut. Il y a un cours en 3e année, c'est bien que tu le prennes. Bon, je vais aller vite. Juste, second théorème, je vais vite. Si vous me donnez 10 minutes, je vous finis tout ça, puis on n'en parle plus.
C'est quoi l'arithmétique de Peano? C'est ce avec quoi les gens travaillaient. Peano, c'est un mathématicien de Turin. Donc, l'arithmétique de Peano, une fois que vous avez vu Robinson, c'est très simple. Vous prenez les mêmes axiomes que Robinson, vous en rajoutez une infinité. C'est quoi ces axiomes? C'est ce qui vous permet de faire des preuves par récurrence. J'ai déjà fait ça. Une preuve par récurrence vous dit si une propriété est vraie en zéro, si en supposant qu'elle est vraie quelque part, elle est vraie au successeur de ce quelque part, donc si elle est vraie en n, elle est vraie en n plus 1, si vous voulez dans votre langage, alors elle est vraie partout. Ça va ça? C'est ça la preuve par récurrence. Mais je fais ça pour toute formule de mon langage de l'arithmétique. J'en ai un nombre dénombrable des formules. Donc pour n'importe quelle formule, j'ai un axiome comme ça. Et ça me permet de faire des preuves par récurrence. L'arithmétique de Peano, c'est ça. Beaucoup plus puissant que l'arithmétique de Robinson. Elle prouve bien sûr tout ce que prouve Robinson, parce que les axiomes là, mais elle prouve beaucoup de choses. Elle prouve que la multiplication, l'addition sont commutatives, enfin, beaucoup de choses que vous aimez. Donc ça, c'est une théorie puissante. Ah, si vous m'accordez, mais ça, si vous êtes d'accord que c'est une théorie qui est vraie dans le modèle standard, alors elle a plein d'autres modèles, des modèles non standards, et je peux vous donner, comme je vous ai dit, aucun des autres. Parce que pour aucun des autres, je pourrais vous expliquer ce que c'est que l'addition et la multiplication, parce que ce n'est pas des opérations qui sont récursives, donc il n'y a pas d'algorithme pour vous expliquer ce que c'est, donc ça dépasse l'entendement, en quelque sorte. Ah, si vous croyez que c'était les théorèmes d'incomplétude qui étaient bizarres, ça peut être bizarre. Le deuxième théorème d'incomplétude, il dit ça. Il dit, en fait, on a regardé une théorie qui est plus petite que Peano, mais écrivez Peano, là. Ça, c'est le schéma d'axiome pour la récurrence restreint à des formules très simples. Mais si vous étendez cette théorie-là, mais écrivez Peano. Si vous avez une théorie qui étend en Peano, qui est consistante, récursive, c'est-à-dire, vous m'avez donné un algorithme pour m'expliquer quels étaient vos axiomes. Eh bien, alors, cette théorie ne prouve pas sa propre consistance. Ça veut dire quoi, ne pas prouver sa consistance? En fait, vous avez une formule, c'est assez facile d'écrire une formule. La formule, elle va dire, il existe un entier qui code une formule. Il existe un deuxième entier qui code une preuve de cette formule à partir de votre théorie. Il en existe un troisième qui code une preuve de la négation de cette formule à partir de cette théorie. Ça va, ça? Donc, elle dit, en gros, dans les codes, je peux prouver une formule et prouver sa négation. Ça, je suis inconsistant, si c'est ça. Pour dire je suis consistant, je nie ce que je viens de dire. Ça va? Donc, je vais peut-être vous le mettre. Comme il se fait tard, je commence à... Il existe le code, un entier qui code une formule. Il existe un entier qui code une preuve. Il existe un entier qui code une seconde preuve. Bon, je vais mettre comme ça, quoi. Il code une preuve de phi à partir de ma théorie T, code une preuve de non-phi à partir de ma théorie. D'accord? Donc, vous l'écrivez un petit peu comme ça, c'est pas une formule que j'écris, mais si je mets, il existe un code d'une formule, il existe une preuve de cette formule, un entier qui code une preuve, il existe une preuve, un entier qui code une preuve de la négation de cette formule, ben ça veut dire que votre théorie, elle est inconsistante, en quelque sorte. Parce qu'à partir des codes, vous devriez pouvoir reconstituer une preuve de phi et une preuve de non-phi. Donc, ma théorie est consistante. Consistance de ma théorie, ça va être, il est faux que ceci. Il n'y a pas de preuve d'une formule et de preuve de la négation de cette formule. Mais dans les codes. Puisque on est en arithmétique, on parle des entiers, donc on est obligé de parler d'un code d'une formule, d'un code d'une preuve, etc. Ok, allez, j'arrête bientôt. Le cœur de la preuve, mais ça, je ne vais même pas vous le faire parce que c'est trop méchant. Donc, je voulais vous en parler, mais oubliez. Donc, ça, oubliez. Quand même, je fais 1 minute 5, 1 minute 10, je pense, pas plus. Donc, la première chose, c'est on se dit, ok, ça dit, donc si je reviens, donc une théorie qui étend, donc Peano, elle ne peut pas prouver sa propre consistance. Donc, si quelqu'un a une question comme ça, quoi, est-ce qu'on fait quand on aimerait bien que la théorie puisse prouver le fait qu'elle est consistante? Ben, dès qu'une théorie est assez puissante, ça ne marche pas. La théorie d'ensemble ne prouve pas sa propre consistance. En général, quand il y a une théorie, tu veux savoir si elle est consistante, ben, tu prends une théorie plus puissante qui te prouve la consistance de la petite. Mais la plus puissante, tu ne sais pas si elle est consistante.
Donc, si elle est inconsistante, elle prouve n'importe quoi. Donc, elle te prouve que ta théorie est consistante. Donc, en fait, tu vas chercher la plus grande théorie, tu dis oui, mais est-ce que celle-là est consistante? Faut en prendre encore une plus grande. Tu vas trouver que la deuxième est consistante. Mais la plus grande, je ne sais même pas si elle est opération. Donc, tellement. Ça, c'est sûr avec quoi on vit. Allez, je finis bientôt. Oui, en fait, les gens disent en général, bon, on peut pas tout savoir, etc. Il n'y a pas de théorie décidable. Voyez, 0, 1, plus, j'ai pris plus petit. Bon, c'est un petit peu pareil, parce que j'ai un 1, je peux écrire plus 1, donc le plus 1, c'est comme le successeur. Mais j'ai pas de multiplication. La théorie complète de cette structure, c'est en fait décidable. Donc, j'aurais pu vous écrire, ça s'appelle l'arithmétique de Presburger. Ce que je pourrais vous dire, j'aurais pu vous le dire comme ça. Ça aurait été moins bête. J'aurais dû dire ça. Si je prends les entiers, si je prends le 0, vous avez mis en route tout à l'heure. J'ai perdu mon route, je crois. Vous voulez mettre en. Ouais, le 0, le successeur, l'addition, la multiplication. Yes. J'avais ça comme. J'avais ça comme langage. Si je regarde le modèle standard, maintenant, le 0, c'est le 0. S, c'est le successeur. Le plus, c'est l'addition. Et ça, c'est la multiplication. Eh bien, en fait, il n'y a aucune théorie qui permet, aucune théorie récursive qui permet de prouver tout ce qui est vrai dans ce modèle dans le modèle standard. Ça, c'est le premier théorème d'incomplétude de Gödel. J'enlève ça, je regarde ces structures-là, et ben, il y a une théorie qui permet de prouver absolument tout ce qui est vrai dans ce modèle. Donc, c'est pas du tout comme le cas du modèle standard, de l'arithmétique, lorsqu'on a la multiplication. Quand j'enlève la multiplication, ben, ça devient assez sympa, quoi. Théorie décidable, complète, tout ça. Okay. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal parce que c'est faible, on a enlevé la multiplication, donc c'est tout petit. Mais quand plus c'est gros, plus ça sera toujours indécidable. La théorie complète de cette structure, je prends les réels, 0, 1, l'addition, la multiplication, je prends plus petit cœur. Ça, c'est possible. Donc, c'est une embauche, quoi. Ben oui, c'est comme ça. Et je crois que je vais finir là-dessus. Donc, c'est pas aussi simple, la réalité. Voilà, si je termine là-dessus, parce que je vous avais mis les deux théorèmes. Je suis désolé, je suis allé vite, j'ai plein de choses à expliquer, puis en fait, comme vous n'avez pas exactement les bases, c'est forcément. Merci.